Que de changements de décor. Waouh! Faudrait que je me mette plus au fond ou plus devant. Si je suis là, on voit pas très bien. Je vais me mettre comme ça, hein. Et ainsi va la vie. Salut ma mif, j'espère que vous, ça va. Alors aujourd'hui, cette vidéo va être un peu plus sérieuse que d'habitude, dans le sens où le thème que je vais aborder est plus sérieux que d'habitude et me tient beaucoup à cœur, d'autant qu'il me concerne de près. Le thème est donc l'hémétophobie. Je suis quelqu'un qui croit fondamentalement au pouvoir positif de communication du divertissement, puisqu'en plus de délivrer des messages, il permet de le faire à travers une certaine exaltation qui permet de propager de la joie et de la bonne humeur et du bonheur, à la fois pour celui qui partage que pour ceux qui reçoivent. Cependant, dans cette vidéo, aujourd'hui, je vais peut-être être moins communicatif que d'habitude sur ce point de vue-là, car je pense très sincèrement que si le divertissement se prête à beaucoup de sujets, il y a des sujets justement qui se doivent d'être abordés un peu moins légèrement, comme celui dont je vais vous entretenir immédiatement et tout au long de cette vidéo, l'hémétophobie, qui de nos jours reste un sujet encore trop plongé dans une sorte d'ignorance collective. Alors juste pour que vous ne soyez pas perdus et pour que vous sachiez exactement les points que je vais aborder dans cette vidéo, je vais vous les énoncer directement. Donc le premier temps de cette vidéo, c'est qu'est-ce que l'hémétophobie, une simple définition pour que vous sachiez ce qu'il en est. Dans un deuxième temps, je vais vous partager mon expérience et vous raconter comment l'hémétophobie s'est déclenchée chez moi. Dans un troisième temps, je vais vous dire quelles ont été les répercussions et quelles sont les répercussions sur mon quotidien, sur ma vie de tous les jours. Et dans un quatrième temps, je vais vous partager les remèdes qui m'ont permis de sortir de cette phobie et de quasiment la vaincre. Je vais revenir sur la définition de l'hémétophobie un peu plus tard dans le premier temps, mais juste pour que vous sachiez de quoi je parle quand je dis hémétophobie, très rapidement, l'hémétophobie c'est la phobie de vomir, tout ce qui se rapporte au vomi, que ce soit vous ou de voir d'autres personnes vomir, voilà, être dans un contexte où il y a des gens qui vomissent ou vous vomissez. Cela concerne donc la phobie tout autour du vomi. Donc pourquoi faire cette vidéo? Pourquoi en avoir eu l'idée? Puisque si vous me regardez, si vous regardez mes vidéos, vous savez bien que je traite pas de ce genre de sujet. Donc pourquoi je la fais? Je suis hémétophobe depuis 5 ans vraiment, et il faut savoir que je n'ai jamais considéré ça comme une réelle phobie, genre une phobie qui a une vraie valeur dans le conscient collectif. Pour moi c'était juste une angoisse démesurée et infondée de petite gamine perdue dans la vie. Et puis très récemment je suis tombée sur le reportage d'une fillette de 13-14 ans atteinte d'hémétophobie. Je vais pas parler de la qualité du reportage, c'est pas le point pertinent ici. C'est plutôt que lorsque j'ai regardé les commentaires en fait sous cette vidéo, je me suis vraiment rendu compte de l'ignorance, de l'incompréhension et du rejet des gens par rapport à cette phobie. Il y avait beaucoup de haine, vraiment beaucoup d'ignorance, beaucoup de méchanceté gratuite. Voilà, il y avait des gens qui se prenaient pour des psychiatres à traiter la fillette de folle, de schizophrène, parce qu'elle avait développé des TOC suite à cette phobie. Et vraiment en fait je me suis rendu compte que les gens ne savaient pas ce que cette phobie pouvait déclencher chez les personnes. Et c'est pour ça que j'ai choisi de faire cette vidéo. Parce que je pense qu'informer une bonne fois pour toutes ce que représente cette phobie ne peut être que bénéfique, et pourra peut-être même vous aider vous si un jour quelqu'un de votre entourage ou vous-même développez cette phobie. Donc voilà le pourquoi du comment de cette vidéo. Tout de suite, le premier temps, qu'est-ce que l'hémétophobie? Selon la définition donnée par Wikipédia, qui est pour le coup plutôt complète et simple à comprendre, l'hémétophobie c'est la peur ou l'anxiété intense et irrationnelle à vomir. Lorsque l'on dit être hémétophobe aux gens, voilà, avoir la phobie de vomir, ils ont tendance à nous répondre que c'est bidon, que ce n'est pas grave, que c'est, voilà, y a pas de quoi en faire une phobie. Mais c'est là déjà qu'il y a un problème de compréhension. C'est que l'hémétophobie, ce n'est pas une simple angoisse de vomir, c'est une phobie. Et le mot phobie, comme je viens de le dire, c'est une peur ou une anxiété irrationnelle et intense. Donc c'est quelque chose qui ne s'explique pas, qui n'a pas besoin de fondement réel, de danger imminent pour expliquer l'existence de cette phobie. Donc si vous êtes atteint d'hémétophobie, si vous avez la phobie de vomir, ne minimisez pas la chose pour vous-même à vous dire que vous êtes idiot ou idiote d'avoir cette phobie-là, et ne laissez personne le minimiser pour vous. Parce qu'une phobie n'est jamais intelligente. Elle existe, c'est tout. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, l'hémétophobie ne se résume pas à la seule phobie de vomir, d'avoir des nausées, etc. Elle peut aussi se transposer à beaucoup d'autres contextes comme voir quelqu'un vomir, vomir en public, etc. C'est actuellement une des phobies les plus répandues au monde, donc oui elle existe, et oui il faut arrêter de la prendre comme une simple angoisse qui n'a pas lieu d'être. Ensuite il faut savoir que les gens atteints de cette phobie développent parfois des symptômes, des TOC, voire des phobies sociales. En effet, en symptômes, il peut y avoir de grosses crises d'angoisse dans les transports en commun, mais aussi dans la rue ou même chez soi, partout en fait. Ces crises d'angoisse peuvent alors inclure des tremblements, des sueurs froides, des nausées plus ou moins violentes, des vertiges, des sensations de crampes ou encore de tiraillements au niveau du ventre. Au niveau des TOC, les gens peuvent développer des sortes de rituels alimentaires en faisant bien attention à la fraîcheur des produits, à la façon dont ils les cuisinent et surtout à la façon dont ils les mangent. Et ensuite, à travers l'hémétophobie, la phobie de vomir,
on peut développer d'autres phobies comme une phobie sociale très connue, l'agoraphobie, soit grossièrement la peur des lieux publics communs où il y a du monde. Maintenant, deuxième temps de la vidéo, comment s'est déclenchée cette hémétophobie chez moi? Il faut savoir que petite, j'étais une enfant qui vomissait normalement. Dans le sens où quand j'étais malade, que j'avais soit une gastro, ou alors que je chopais froid, ou encore que je faisais une intoxication alimentaire, je vomissais, mais rien d'anormal. Rien de dramatique, je gérais bien le truc, mes parents aussi, donc pas de quoi s'alarmer. Et puis le commencement de cette phobie remonte en fait à la dernière fois où j'ai vomi, qui remonte à 8 ans. J'étais en 6ème et j'avais fait une intoxication alimentaire, rien de grave encore une fois, mais j'avais eu un mal de ventre horrible. Genre littéralement ça me tordait les boyaux et je pleurais tellement j'avais mal. Donc ça passait pas, et du coup je suis allée voir mon père qui lui s'en fichait royalement, il était en train de jouer à la Xbox, il m'a dit oh putain fais pas chier et tout, je t'aime papa. Et puis l'instant d'après j'ai vomi. Une fois, 2 fois, j'ai tout expulsé. Et ça m'a fait un bien fou. Genre c'est ça le pire en fait, c'est que je me suis jamais sentie aussi détendue et apaisée de ma vie qu'après avoir vomi. Je m'en souviens, j'ai pris ma douche et après j'ai tapé le meilleur dodo de toute ma vie. J'avais le ventre reposé, j'avais plus mal, j'étais comme ça dans mon lit, telle une étoile de mer, j'étais trop bien. Et c'est ça le pire. Parce que mon cerveau, il a bloqué sur l'état où j'étais avant de vomir. L'état où j'avais très mal au ventre, où j'avais des sueurs froides, où voilà, je me sentais vraiment pas bien. Et pas le moment où j'étais bien après avoir vomi. Et c'est de là qu'a commencé ma phobie de vomir. Mais encore, à ce stade-là, c'était plus une angoisse de vomir qu'une phobie de vomir. Dans le sens où je pensais à ça que lorsque j'avais vraiment envie de vomir. Pas en dehors de ce contexte. Et puis les années ont passé, et en été 2015, donc j'avais 15 ans, j'allais rentrer en première en septembre, donc la rentrée d'après, j'étais allée chez ma correspondante anglaise, chez elle, en Angleterre. Et un jour, on a décidé d'aller faire les boutiques à Birmingham, qui est une ville assez grosse en Angleterre, et on n'a pas arrêté de la journée. Donc on continue de faire les boutiques, voilà, et à un moment, on va dans un centre commercial énorme, qui avait, il me semble, 4 ou 5 étages sous terre. Il y avait un monde pas possible, la musique des magasins, elle faisait boum 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 boum, il faisait une chaleur tellement il y avait de monde en fait, et là d'un coup, j'ai dit à ma corresse, faut que je sorte, je suis pas bien. J'ai commencé à trembler, à avoir des grosses sueurs froides, des vertiges, des nausées, mais vraiment très fortes. Et du coup j'ai même pas attendu sa réponse, que j'ai couru, j'ai pris tous les escalators pour sortir du centre commercial. Je suis arrivée dehors et il pleuvait comme vache qui pisse. Angleterre, you know. Et je me suis juste affalée, étendue de tout mon long sur une chaise métallique d'un bar café, comme ça, sous la pluie. Bref, donc je suis restée littéralement 2 heures sous la pluie, ma corresse est venue me rejoindre. Elle m'a acheté une banane et un jus de fruits sucrés pour que je reprenne des forces parce que littéralement j'étais affalée, j'étais un légume. Je n'ai jamais dans ma vie eu aussi peu d'énergie de toute ma vie. Genre, what? Boire et manger, c'était un effort incommensurable. Et même après, du coup, on est rentré chez elle et pour marcher, elle me soutenait, mais elle me portait littéralement comme ça parce que mes jambes, c'était des wouhou! Et c'est à partir de cet événement précis que mon angoisse de vomir s'est transformée en phobie de vomir. Et là, on rentre dans le 3e temps de cette vidéo, à savoir les répercussions et les conséquences sur mon quotidien. Cette phobie, l'hémétophobie, la phobie de vomir, c'est une phobie à laquelle on pense tous les jours, toutes les heures, à chaque minute et à chaque seconde. C'est une phobie qui ne vous laisse aucun répit quand vous êtes pris au piège en plein dedans. Encore une fois, il y a des phobies qui n'apparaissent que dans certains contextes, que dans certaines situations. Si je reprends la phobie des araignées, des serpents ou ce que vous voulez, cela se déclenche souvent chez les personnes atteintes de cette phobie lorsqu'elles sont en contact avec les dits animaux, insectes, ce que vous voulez. Mais l'hémétophobie, et particulièrement la phobie de vomir dans mon cas, c'est une phobie qui vous prend tout entière et qui ne quitte pas votre esprit un seul instant. Littéralement, j'ai passé mon année de première à me réveiller avec pour seule pensée est-ce que je vais vomir, est-ce que je vais vomir, jusqu'au soir en me couchant. Alors j'ai commencé à développer des TOC, c'est-à-dire que dès que je me sentais nauséeuse, tout le temps je me répétais ça en boucle dans mon cerveau, je me disais est-ce que t'as la gorge nouée, est-ce que t'as mal au ventre, et si j'avais que un des symptômes sur 2, c'était bon, j'étais rassurée pour environ 2 secondes et demie. J'ai aussi littéralement passé toute mon année de première avec la gorge nouée, comme si j'avais des pelotes de nœuds dans la gorge qui m'obstruaient la gorge. Et c'était vraiment très désagréable. Et c'était tellement constant que je ne me rappelais même plus la sensation de ne pas avoir la gorge nouée. Rien que de vous en parler, ça me renoue la gorge, c'est bizarre. Bref, à côté de ça, la vie au lycée, c'était le pire. Parce que début première, j'ai commencé à développer de grosses crises d'angoisse. C'est-à-dire qu'en plein cours, tac, sans prévenir, tremblement, sueur froide, manque d'air, mal de ventre, diarrhée. Et oui, je sais, ce n'est pas glamour, mais c'est comme ça. Tu sais, quand tu sécrètes trop d'adrénaline à cause du stress, ton corps il gère ça comme il peut et parfois il se vide. Et au début, quand j'ai eu mes premières crises d'angoisse, j'arrivais assez bien à le gérer dans le sens où je demandais au professeur de sortir, j'allais aux toilettes pendant 10 à 15 minutes pour me rafraîchir, me calmer et juste m'apaiser, redescendre. Et au bout d'un moment, ces crises d'angoisse, c'est devenu tellement fort et répétitif que dès que je les sentais monter, j'allais à la vie scolaire, je demandais à appeler ma mère, elle venait me chercher
et je rentrais chez moi. Ces crises d'angoisse au lycée se sont aussi transposées à tous les lieux hors de chez moi. Les lieux publics comme les rues, les transports en commun, mais aussi les fêtes que je faisais chez des amis. Voilà, tous les lieux où il y avait un peu de bruit, un peu de monde, c'était sujet à des crises d'angoisse dues à ma phobie de vomir. Je ne supportais plus le monde, je ne supportais plus le bruit un peu trop fort. Voilà, dès que j'étais en ville, je me disais mais si t'as une crise d'angoisse maintenant, qui peut te rassurer? Comment tu fais pour rentrer chez toi? Si j'ai envie d'aller aux toilettes, comment je fais? Si j'ai envie de vomir, comment je fais? Là où l'hémétophobie est une phobie très vicieuse, c'est parce qu'elle ne se suffit pas à elle-même. Elle engendre plein d'autres phobies, notamment des phobies sociales, qui vont vraiment vous cloisonner en fait, vous cloîtrer avec vous-même. Et ça en devient un cercle vicieux infernal. Quand je me réveillais, j'étais pas bien, j'avais tout le temps peur de sortir de chez moi. J'avais constamment cette pensée qui me disait tu vas vomir, tu vas vomir, tu vas vomir. La gorge nouée, c'était invivable. Vraiment, c'était invivable. Et je me souviens qu'à cette époque, ma sœur a développé en même temps que moi l'hémétophobie. Et elle, en plus de la phobie de vomir tout court, il y avait aussi la phobie de vomir en public. Et quand on avait à faire des trajets, quand elle venait me chercher au lycée, on avait la musique, c'était FIP, musique classique, avec le volume le plus bas. On parlait pas, on était juste là à respirer. Moi j'étais affalée sur mon siège encore une fois, à haleter, à essayer de contrôler mes crises d'angoisse. Et on parlait pas. C'était vraiment dingue ce qui se passait en fait. De voir à quel point on peut s'emmurer dans une phobie et ne vivre que par celle-ci en fait. Et puis vient le fameux jour où j'ai décidé de tout prendre en charge et de vaincre ma phobie. C'était dans un contexte qui n'était absolument pas particulier. Encore une fois, j'avais fait une crise d'angoisse pendant un contrôle des SES et du coup j'étais descendue directement à la vie scolaire pour appeler ma mère, ils l'ont appelée. Et en fait, à partir du moment où j'ai su que ma mère allait venir me chercher, que j'allais rentrer chez moi, je me suis sentie bien. Parce que j'allais rentrer chez moi, j'allais rentrer dans mon cocon, dans mon refuge, là où je me sentais protégée. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas envisager un futur, vivre une vie, si ton refuge, ton cocon, c'est ta maison. Parce que tu ne l'auras pas toujours à côté de toi, tu ne pourras pas toujours t'y enfermer et t'y cacher. Peut-être que voilà, plus tard tu voyageras, tu seras pas à côté de chez toi et tu devras faire sans. Et je me suis dit en fait, le seul cocon qui doit réellement exister, qui doit être là pour te protéger à chaque instant, c'est toi. C'est toi-même et rien d'autre. Et c'est vraiment à partir de cette introspection qui a été une révélation chez moi que j'ai décidé de reprendre ma vie en main et de combattre cette phobie. On en arrive donc au 4e temps de cette vidéo, à savoir les remèdes qui m'ont permis de vivre avec ma phobie au quotidien et même quasiment de la vaincre à l'heure actuelle. Parce qu'une vraie phobie, une phobie qui vous a torturé plus ou moins longtemps, on ne s'en détache jamais vraiment à 100%, à part pour certaines exceptions. On arrive plus à vivre avec, à moins y penser et à savoir la gérer si elle pointe le bout de son nez. Mais pas forcément à la vaincre totalement. Le moment où j'ai décidé de dépasser ma phobie, faut savoir que j'avais pas 1000 possibilités devant moi. Je voulais vraiment recourir à l'aide d'un professionnel parce que j'avais eu beau parler de cette phobie avec mes proches, ma famille, mes amis, ça n'avait rien changé et j'étais toujours aussi mal. Cependant, les psychiatres ou les psychologues, ça n'a jamais vraiment trop fonctionné sur moi dans le sens où me livrer à des inconnus, je n'y arrive pas. Mais c'est vraiment personnel ce que j'avance là, hein. C'est en fonction de mes ressentis, mon expérience et mon vécu. Peut-être que vous préférez aller voir un psychiatre et un psychologue. À côté de ça, le truc c'est que moi je crois vraiment beaucoup au mantra qui dit l'esprit domine le corps. C'est-à-dire que si je parviens à apaiser et surtout à contrôler mon esprit, alors tout le reste suivra. Et notamment les nausées, les tremblements, les crises d'angoisse, les vertiges, tout ce qui est causé physiologiquement au sein de mon corps. Parce que c'est de mon esprit que commencent les crises d'angoisse. Et si j'arrive à contrôler mon esprit, alors tout le reste suivra. Du coup, j'ai évalué les possibilités qui s'offraient à moi pour vaincre cette phobie et j'ai pris rendez-vous chez une sophrologue. J'ai eu besoin de seulement 4 rendez-vous, de 4 séances, et chaque séance a duré 1 heure, donc 4 heures au total. 4 heures qui ont tout changé. La sophrologie, pour les personnes qui ne connaîtraient pas, c'est une sorte de pratique qui permet un entraînement du corps mais aussi de l'esprit pour développer un état de sérénité, d'apaisement, basé sur des méthodes de relaxation, un peu comme le yoga et la méditation. Et en fait, ce que j'ai beaucoup aimé chez ma sophrologue, c'est qu'avant de commencer la séance et de faire les exercices de respiration, on a parlé très rapidement mais très clairement de comment ma phobie avait commencé et comment elle se manifestait. Donc à chaque fois, c'était vraiment 1 heure de concentration, de travail, puisque comme je vous l'ai dit, c'est une pratique qui se rapproche à la fois du yoga mais aussi de la méditation, ce qui vous permet de dompter votre esprit à travers votre respiration tout en étant très relaxé et très détendu. Voilà, moi quand je sortais de mes séances de sophrologie, littéralement j'avais l'impression que j'avais couru un marathon, j'étais shootée, j'étais comme ça, j'étais hyper bien. Mais à la fois pendant toute la séance j'avais été complètement investie dedans et concentrée. Et puis voilà, en 4 séances, le tour était joué, j'étais vraiment mieux. Elle m'a donné beaucoup de conseils et de bases de respiration pour des situations où je me sentirais mal et que je devrais gérer des crises d'angoisse. Mais en fait, le plus important, c'est qu'à travers ces séances, c'est vous-même qui développez vos propres tips, vos propres respirations. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie d'un coup. Après, quand je dis d'un coup, c'est pas exactement ça. C'est-à-dire que juste en sortant de ces 4 séances, ça m'a vraiment débloqué, ça m'a enlevé un poids énorme. Je pouvais gérer mes crises d'angoisse. Et ça, c'était
beaucoup, beaucoup. Parce que bah, moi déjà j'avais des crises d'angoisse, je me carapatais chez moi. Donc je me suis mis le plus gros coup de pied au cul de ma vie. Mais je le pouvais parce que j'avais cette base là que m'avait appris la sophrologie. Et je me suis reforcée à aller à l'école. Quand ça allait pas, je respirais. J'allais en ville, quand ça allait pas, je respirais. Et même une fois, je suis allée en week-end chez une amie, avec une autre amie. Et pendant tout le week-end, j'étais loin de chez moi. Donc s'il m'arrivait une crise d'angoisse, je pouvais pas revenir chez moi, je ne pouvais pas. Et du coup, bah, ça m'a forcée à me dire, écoute, là, t'es toute seule, faut que tu te gères. Et je respirais. Et en fait voilà, je me lançais sans cesse des petits défis pour surmonter ma phobie et mettre en application mes exercices de respiration. Et petit à petit, étape par étape, mon bien-être il s'est complètement approfondi, agrandi. J'étais beaucoup moins stressée, je pensais beaucoup moins à ma phobie, je n'avais plus la gorge nouée. Et tout simplement, ben, je vivais. Je suis même partie 2 semaines chez ma correspondante anglaise cet été-là et ça s'est très bien passé. Et puis voilà, au fur et à mesure des années, cette phobie s'est beaucoup amoindrie. Et aujourd'hui, à l'heure actuelle, elle n'existe quasiment plus. Maintenant, je sors quand je veux, où je veux, vraiment quand j'en ai envie. Je prends quotidiennement les transports en commun dans ma vie de tous les jours, vu que je suis étudiante. Voilà, je prends le train pour aller à Paris quand je vais voir ma meilleure amie et il n'y a aucun problème, que ce soit bondé ou pas. Bref, en somme, je vis. Et même petite anecdote, pour le concert de BTS le 20 octobre, donc en 2018, j'étais, comme je l'avais raconté dans ma vidéo concert de BTS, en plein dans la fosse, avec 12 milliards de personnes autour de moi qui m'étouffaient littéralement, on était comme ça, c'est pas une exagération, on était comme ça. Et j'avais 2 de mes amis qui ont commencé à faire une crise d'angoisse. Parce que stressé ou pas stressé, quand t'as autant de personnes autour de toi, qu'il fait chaud, que t'as peu mangé, peu dormi, peu bu, peu été aux toilettes, ton corps il gère pas. Et là ils ont commencé à faire une grosse crise d'angoisse et j'avais ma grande sœur qui m'avait passé un anxiolytique au cas où. C'est un médicament qui permet d'apaiser très rapidement voilà, les grosses crises d'angoisse, etc. Et j'en ai passé un peu et ça s'est calmé direct pour elle. Mais moi, j'ai commencé à sentir que j'en faisais une et je me suis dit, n'en prends pas. Si tu gères ça toute seule, par tes respirations comme tu l'as appris, tu peux tout gérer après. Et j'en ai pas pris et c'est passé très vite. Et voilà, et quand je vous dis voilà, c'est se lancer des petits défis, c'est que vraiment j'étais trop fière. Du coup voilà, j'étais trop contente. Si je devais conclure ma vidéo sur l'hémétophobe, je dirais que cette phobie elle vous ronge vous, mais aussi toute votre vie. Et que si vous en êtes atteint, vous avez peut-être l'impression que vous n'allez jamais en sortir, qu'aucun remède n'existe et que la seule chose qu'il faudrait faire en fait c'est de vous mettre 2 doigts dans le gosier et de vomir une bonne fois pour toutes. Mais on sait très bien que ça fonctionne pas comme ça. Il existe beaucoup de moyens de réussir à vaincre cette phobie, ou du moins de vivre plus paisiblement avec. Moi ça a été radicalement grâce à la sophrologie, mais d'autres personnes ce sera peut-être grâce à l'aide d'un psychologue, d'un psychiatre, d'un acupuncteur, d'un hypnotiseur, je n'en sais rien. Mais le plus important c'est d'en parler à votre entourage, de ne pas garder cette phobie pour vous-même. Parce que comme je vous l'ai dit, c'est une phobie qui est très vicieuse et qui déclenche beaucoup d'autres phobies telles que des phobies sociales. Et si vous ne le gardez juste que pour vous, vous allez devenir fou littéralement parce que vous allez vous renfermer sur vous-même mais d'une force, vous allez vous ostraciser de tout le reste du monde, dont vos amis, votre famille, donc parlez-en autour de vous. Et puis voilà, c'est très important parce qu'ils vont être là pour vous soutenir, vous montrer que vous avez un appui réel, concret et que vous ne vivez pas juste à travers une phobie, que vous devez exister par vous-même avant tout. Parce qu'on a vraiment tendance à l'oublier quand on est atteint d'hémétophobie. J'espère aussi que cette vidéo vous aura un peu éclairé par rapport à ce qu'implique et ce que représente l'hémétophobie, et que ce n'est pas juste une petite angoisse anodine et qu'elle n'est pas aussi inoffensive qu'elle semble être. Et j'espère très sincèrement aussi que les gens la prendront avec plus de considération et qu'ils jugeront un peu moins négativement et hâtivement les personnes qui en sont atteintes. C'est l'incompréhension et l'ignorance qui amènent à beaucoup de haine, de méchanceté gratuite et a fortiori à un gros sentiment d'exclusion. Et il faut stopper ça, faut le limiter, comme on peut. Quoi qu'il en soit, ne vous laissez pas ronger par cette phobie. Comme je vous l'ai dit, l'esprit domine le corps, ce n'est pas du tout une légende, vraiment, croyez-moi. Et toutes les personnes qui sont hémétophobes, vous pouvez vous en sortir, vraiment, je vous le dis très sincèrement, vous pouvez vous en sortir. Le chemin sera plus ou moins long et sinueux, mais croyez-moi, c'est surmontable. Sur ce, portez-vous bien, prenez bien soin de vous ainsi que de votre entourage. Et n'oubliez jamais que vous êtes la personne la plus chère au monde pour vous-même. N'oubliez jamais de vous chérir, de faire attention à vous sur tous les points de vue. Moi je vous embrasse très fort et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Mouah, 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 mouah.